Et si une intelligence artificielle pouvait apprendre, non pas parce qu'on lui mâche le travail, mais simplement en observant le monde, comme le ferait un enfant? C'est cette quête fascinante qu'on explore aujourd'hui, la course pour créer une IA qui s'instruit toute seule. Parce que voilà bien le nœud du problème. Aujourd'hui, l'IA est une élève brillante, mais incroyablement dépendante. Elle a besoin que nous, les humains, on lui prépare et on lui étiquette des quantités astronomiques de données. C'est lent, ça coûte une fortune, et c'est sans doute le plus grand frein à son développement. On pourrait presque dire que c'est le péché originel de l'intelligence artificielle moderne. Cet apprentissage, qu'on appelle supervisé, la condamne à être une gloutonne de données préparées à la main. Heureusement, une solution bien plus élégante est en train de voir le jour. Et cette solution, c'est l'apprentissage auto-supervisé. L'idée, elle est d'une simplicité quasi géniale. Imaginez, on donne au système une phrase avec un mot en moins, ou une photo dont on a masqué une partie, et on lui demande simplement de deviner ce qui manque. En répétant ça des milliards de fois, l'IA finit par comprendre par elle-même la structure profonde du monde. Alors, pour se représenter comment une IA apprend de cette façon, les chercheurs utilisent une métaphore vraiment parlante, celle du paysage énergétique. L'idée, c'est de sculpter une sorte de carte mentale. Pour une information donnée, le but du jeu pour l'IA, c'est de placer toutes les associations correctes dans des vallées de basse énergie et à l'inverse, de percher toutes les mauvaises réponses sur des montagnes de haute énergie. En gros, elle apprend à distinguer ce qui est plausible de ce qui ne l'est pas. Et là, on touche à la question à 1 million de dollars. Comment la machine peut-elle bien apprendre comme modeler ce paysage, à creuser les vallées et à ériger les montagnes sans qu'on soit constamment derrière elle pour lui dire «oui, ça c'est bien» ou «non, ça c'est faux». Eh bien, il y a deux grandes philosophies qui s'affrontent. On peut les imaginer comme le pousseur contre le constructeur. Le pousseur, lui, va activement modifier le paysage en poussant l'énergie là où il faut. Le constructeur, lui, est plus subtil. Il va bâtir une machine dont la structure interne contraint naturellement la forme du paysage. Voyons un peu comment ça marche en pratique. Allez, plongeons dans la première approche, celle des méthodes contrastives. Ici, comme le nom l'indique, le modèle va apprendre en comparant sans arrêt les choses entre elles. Le principe est très intuitif. D'abord, on montre au système deux images qui vont bien ensemble, disons un chat et un chaton. On lui dit « Ok, ces deux-là sont proches, rapproche-les dans ton paysage, mets-les dans une vallée. » On pousse l'énergie vers le bas. Et juste après, on lui montre un chat et une voiture, et on lui dit « Attention, ceux-là n'ont rien à voir, éloignez-les au maximum, mets-les sur une montagne. » Et là, on pousse l'énergie vers le haut. Des modèles comme Pierle, Moko ou SimCLR ont obtenu des résultats vraiment spectaculaires avec cette technique. Mais il y a un hic, et il est de taille. Pour que le paysage soit bien sculpté, il faut lui montrer une quantité hallucinante d'exemples négatifs, les fameuses paires qui ne vont pas ensemble, pour être sûr que l'énergie est bien haute partout où elle doit l'être. Et ça demande une puissance de calcul absolument colossale. Passons maintenant à la deuxième école, celle du constructeur. Ici, la stratégie est différente. L'idée, ce n'est pas de pousser l'énergie partout, mais plutôt de construire une machine qui, par sa propre architecture, limite naturellement le volume des vallées de basse énergie. Le point absolument crucial ici, c'est d'empêcher le modèle de tricher. Parce que si on lui donne une mémoire interne trop parfaite, il ne va pas s'embêter à apprendre des concepts généraux. Non, il va juste mémoriser bêtement les données par cœur, ce qui ne sert à rien. Pour éviter ça, la solution est de brider ce qu'on appelle la variable latente. C'est une sorte de code interne, un résumé que le modèle crée pour chaque donnée. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ce code soit un goulot d'étranglement. Il doit être juste assez limité pour forcer le système à ne garder que l'essentiel, à synthétiser l'information au lieu de la copier bêtement. Une des techniques les plus fascinantes pour ça, c'est de rendre ce code interne volontairement bruyant. Oui, on ajoute du bruit. Au lieu de mémoriser un point de données précis, le modèle est forcé de manipuler une sorte de boule floue d'informations. Et ce flou l'oblige à ignorer les détails sans importance pour ne se concentrer que sur les concepts, sur ce qui compte vraiment. C'est le principe de base des auto-encodeurs variationnels. Alors, qu'il s'agisse de la méthode forte du pousseur ou de l'approche plus architecturale du constructeur, on se rend compte que ces deux voies, si différentes en apparence, essaient en fait de résoudre exactement le même problème fondamental. Et cette citation résume parfaitement l'enjeu. Comme l'a dit l'un des plus grands pionniers du domaine, savoir comment limiter cette fameuse information interne, cette variable latente, ce n'est pas juste un petit détail technique. Non, c'est peut-être la question la plus importante pour tout le futur de l'intelligence artificielle. Et pourquoi est-ce si important? Parce que la solution à ce problème, c'est tout simplement la clé qui nous permettra de créer une IA qui apprend comme nous.
Une IA capable d'observer le monde, de faire des liens, de comprendre des concepts, sans qu'on ait besoin de tout lui servir sur un plateau. C'est le chemin vers une IA plus efficace, plus autonome et dotée d'une forme de bon sens. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si on réussit à construire des machines qui apprennent en regardant passivement des milliers d'heures de vidéos, en lisant tout ce qui existe sur le web, que vont-elles bien pouvoir découvrir? Quelle logique, quelle structure du monde qui nous échappe totalement pourrait-elle soudain percevoir? C'est tout l'enjeu de cette aventure passionnante.